Quant à ma réaction, à notre réponse, je crois savoir que Zelensky a eu peur et qu'il a directement accusé ses maîtres de l'avoir laissé désarmé face à une telle action de la part de la Russie. Eh bien, c'est probablement un résultat utile, car je dirais qu'il est déjà plus proche de la réalité qu'ils la sentent sur leur propre peau. Claude Blanche-Maison, quel est votre avis à vous? Alors là, c'est évidemment, ça c'est la version russe. Zelensky a peur, il a demandé à ses maîtres, enfin voilà. Est-ce que vous voyez une évolution de la rhétorique du président russe que vous avez connue, vous, lors de son premier mandat? Je pense que c'est Poutine qui a peur. En réalité, Poutine joue un jeu dangereux en tenant ses propos et en les mettant dans le décor ou dans lequel il l'a mis, comme vous l'avez rappelé, c'est le décor du jour de l'invasion du 24 février 2022. Donc ça veut dire que on recommence. Et donc il choisit pour faire cela le prétexte de l'autorisation qu'ont donnée les Américains donnée aux Ukrainiens d'utiliser leurs armes pour frapper l'intérieur de la Russie. Or, les Ukrainiens ont déjà frappé l'intérieur de la Russie. C'était simplement des territoires annexés par la Russie. Oui. Ce n'étaient pas des territoires de la Russie historique. Or, je suis très étonné que Poutine lui-même fasse une différence, alors qu'il est un juriste, qu'il attache beaucoup d'importance aux aspects juridiques, qu'il ait finalement accepté assez bien qu'on tape avec ses armes les territoires annexés dans la Constitution, et qu'il fasse tout un foin en disant c'est la guerre mondiale, parce que l'autorisation est arrivée de frapper le territoire de la Russie, j'allais dire canal historique. C'est peut-être parce que, dans le fond, les Ukrainiens, très bien renseignés, par les Américains, mais aussi parce que l'Ukraine a le meilleur renseignement du monde, naturellement. Ça a été le même pays, donc il y a une porosité entre les deux pays. Ils ont sans doute frappé le premier jour un bunker dans lequel il y avait peut-être un général nord-coréen. Peut-être y avait-il le général nord-coréen qui commande, selon certaines sources, qui commande les troupes coréennes, et ça c'est l'humiliation. Ça voudrait dire qu'à Pyongyang, on dit mais Poutine n'est même pas fichu d'assurer la sécurité du général qui commande les troupes qu'il nous a demandé d'envoyer. Donc c'est une humiliation évidemment terrible, et Poutine est teigneux. C'est-à-dire, dans ce cas-là, évidemment, il veut se venger. Et là, il s'est vengé, en effet, comme l'a très bien expliqué tout à l'heure Gallagher, en envoyant une fusée expérimentale sans charge, heureusement, puisqu'elle est faite pour avoir une charge nucléaire, que probablement c'est très difficile d'y mettre une charge classique, donc rien n'a explosé, mais effectivement, ça c'est quand même tombé sur un objectif civil à Dniepro, et effectivement, c'est fait pour faire peur, puisque normalement, cette fusée est faite pour un usage nucléaire. C'est une fusée de portée intermédiaire. On en parlera. C'est celles qui sont interdites par le traité qui n'existe plus, des forces nucléaires intermédiaires, qui a été répudié en 2019 par les Américains, puis par les Russes. Exactement. On y reviendra sur ce missile. Pascal Boniface nous attend. On revient vers vous dans un instant parce qu'on a envie aussi d'avoir votre avis, bien évidemment. En attendant, on parlait de ce conflit qui est en train de se mondialiser. Il n'y a pas que Vladimir Poutine qui l'estime. Il y a aussi l'ancien chef d'état-major ukrainien, Zaloujny, qui déclare dans une interview « Je crois qu'en 2024, nous pouvons considérer avec certitude que la troisième guerre mondiale a commencé. » Kadi nous a rejoint. Kadi, ces propos de Valéry Zaloujny interpellent évidemment. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Alors, il part d'un constat très simple, en fait. Valéry Zaloujny, on a dit qu'il était actuellement l'ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni. Regardez, il précise sa pensée, justement, dans plusieurs articles. Face à l'Ukraine, il y a des soldats nord-coréens. Les drones iraniens tuent des civils sans aucune gêne. Des obus chinois explosent en Ukraine. Des pièces chinoises sont utilisées dans les missiles russes. Alors, il ajoute, ce n'est plus la Russie qui affronte l'Ukraine, des soldats nord-coréens se tiennent devant l'Ukraine. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines, et c'est là effectivement qu'un palier semble avoir été franchi. Regardez sur cette carte, l'entrée dans cette guerre des soldats nord-coréens au nord-ouest de la région de Koursk, qu'ils tentent de reconquérir avec les Russes. Actuellement, ces soldats sont donc mobilisés pour reconquérir ce territoire, et c'est ce qui agite les spéculations, à l'image de cet article de Bloomberg. Des responsables américains estiment justement que la Corée du Nord pourrait déployer jusqu'à 100 000 soldats pour aider la Russie contre l'Ukraine si l'alliance entre Pyongyang et Moscou continue de se renforcer. D'autres experts, Magali, estiment que si ça se produisait, ça se ferait probablement par lot, par rotation des troupes au fil du temps, plutôt que dans le cadre d'un déploiement unique, par exemple. Il y a ce qui se passe sur le terrain, il y a les discours aussi qui ne sont pas franchement rassurants. Effectivement, alors c'est moins qu'on puisse dire, parce que
il y a les déclarations qui vont quand même dans le sens d'un conflit mondial qui se multiplie. Il faut dire que certaines décisions interpellent, en tout cas elles sont relativement inquiétantes. Regardez bien ce que disait il y a quelques mois le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, qui dit que les pays occidentaux devraient se préparer activement à une éventuelle guerre avec la Russie dans les 3 à 5 prochaines années. Les experts estiment que la Russie aura besoin de plusieurs années pour se préparer à une action militaire majeure. Ce temps doit être utilisé pour fabriquer des armes. Plus inquiétant, en septembre dernier, le lieutenant général de l'OTAN, Alexander Solfang, qui déclare que l'Alliance est en train d'élaborer un plan d'action en cas de déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Vous voyez, l'OTAN se prépare à coordonner le transport d'un nombre important de soldats blessés depuis les lignes de front en cas de guerre avec la Russie, en utilisant éventuellement des trains hôpitaux, car les évacuations aériennes pourraient s'avérer très difficiles. Pour résumer, parce qu'il faut quand même remettre les choses dans leur contexte, on part de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. La décision de Vladimir Poutine de déclarer plusieurs territoires ukrainiens comme étant la propriété de la Russie. Depuis cet automne, le déploiement des soldats nord-coréens dans la région de Koursk. Dnipro, on vient de le dire, ciblé par ce nouveau missile balistique hypersonique de portée intermédiaire. Les États-Unis et le Royaume-Uni qui permettent à l'Ukraine de tirer des missiles à longue portée fournis par l'Occident sur la Russie et, depuis hier, les menaces directes du Kremlin contre l'Occident. Si on ne peut pas parler de Troisième Guerre mondiale, on peut très objectivement et à minima parler de sérieuses escalades dans ce conflit. L'escalade, effectivement. Pascal Boniface, vous allez nous en dire, vous, davantage. Directeur fondateur de l'IRIS, co-auteur avec Hubert Védrine de l'Atlas des crises et des conflits, paru aux éditions Armand Collin. Merci d'être avec nous. Gallagher Fenwick, tout à l'heure, le disait, il faut lire correctement ce qui est en train de se passer. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Je rejoins les propos qui viennent d'être tenus. Il y a en effet une escalade dans le verbe et dans l'action, avec des tirs de plus en plus fréquents, des nouveaux missiles qui n'étaient pas utilisés auparavant, et effectivement le changement de pied avec la participation d'une armée étrangère, d'une armée asiatique à un conflit européen, ce qui est doublement nouveau. Alors, ceci étant, lorsque l'ancien chef d'état-major ukrainien parle de Troisième Guerre mondiale, ça peut être à double tranchant. Bien sûr, cela peut mobiliser les Occidentaux contre Poutine, mais ça peut aussi démobiliser, et notamment les États-Unis, puisque Donald Trump, au cours de la campagne, a justement beaucoup martelé l'argument faux, selon lequel, si Kamala Harris était élue, elle pourrait envoyer des soldats américains aider les Ukrainiens. Et donc, je doute que Donald Trump soit très partant pour aller aider beaucoup plus les Ukrainiens, surtout s'ils agitent le spectre de la Troisième Guerre mondiale. Et la grande crainte des États-Unis, comme de l'URSS en leur temps, c'était d'être entraînés malgré eux dans une guerre par proxy interposée. Et donc, voilà, bien sûr, c'est mobilisateur de parler de Troisième Guerre mondiale, ça fait peur, et Gallagher Fenwick en a très bien parlé tout à l'heure, mais ça peut aussi faire peur dans le sens de l'engagement, parce que les gens se disent, oulala, ça va bien trop loin, on ne veut pas être pris dans un engrenage qu'on ne pourrait plus contrôler. Alors, en réalité, depuis le départ, Zelensky avait demandé une couverture aérienne, une zone d'exclusion aérienne à l'OTAN contre l'aviation russe, ce qui aurait été une participation directe de l'OTAN à la guerre dès le départ, ce qu'ils ont refusé. Là maintenant, on voit bien qu'on est un peu dans le money time quelque part. Tout le monde met un peu plus de pression parce qu'on se dit Trump va arriver au pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il faut renforcer l'Ukraine pour qu'elle soit en meilleure position de négocier ? Ou est-ce que de toute façon, ça sera trop tard pour récupérer les territoires ? Donc il y a aussi une montée de pression qui est due au calendrier parce que le 20 janvier, les choses vont changer et Trump sera au pouvoir et il n'est pas encore tout à fait... bien sûr, il a annoncé la couleur qui réglerait la guerre en 24 heures. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais on ne sait pas encore s'il va arrêter brutalement l'aide ou s'il va obtenir quelque chose de la part de Poutine dans une négociation bilatérale qui passerait sur la tête tant des Européens que des Ukrainiens. Est-ce que ça sous-entend que la pression va d'un coup retomber avec l'arrivée de Trump au pouvoir ? Elle peut aussi bien retomber que monter, tout dépend des décisions qu'il va prendre. Mais là, on voit bien que chacun fait monter les enchères avant le moment fatidique. Et effectivement, le risque, c'est le risque de l'engrenage, parce qu'il peut y avoir quelque chose où tout d'un coup, on veut montrer les muscles et puis on va trop loin là. J'ai un peu l'impression que Russes et Ukrainiens sont comme deux pilotes de moto qui se foncent l'un vers l'autre en pensant qu'il y en a un qui va s'écarter le premier. Mais il peut y avoir un choc frontal. Pour l'instant, bien sûr, on sait que les
rationaliser les acteurs, Poutine n'a pas été rationnel en envahissant l'Ukraine, parce qu'il n'a pas obtenu il a obtenu exactement l'inverse de ce qu'il recherchait. Donc on peut toujours commettre une erreur d'appréciation en pensant qu'on empoche un bénéfice, et on commet l'erreur fatidique qui vient entraîner une catastrophe.